Au début de l'agression déclenchée le 28 février 2026, baptisée Opération Fureur épique par les États-Unis et le lion rugissant par Israël, les objectifs officiels annoncés par la coalition américano-israélienne étaient clairs: neutraliser les capacités stratégiques iraniennes et forcer un changement politique à Téhéran. Mais au fil des jours, ces objectifs ont évolué et ce glissement progressif a fini par exposer au grand jour une réalité que les médias dominants tentent encore de masquer. Cette nouvelle opération américano-israélienne contre l'Iran est un échec majeur. Certes, plusieurs membres de l'élite iranienne ont été éliminés et les frappes ont été massives, mais le changement de régime tant espéré n'a pas eu lieu. Puis encore pour les stratèges occidentaux, aujourd'hui, le pouvoir réel en Iran est davantage concentré entre les mains des plus durs, ceux qui conduisent aujourd'hui la guerre avec une discipline implacable, le corps des gardiens de la révolution islamique. La riposte iranienne a littéralement choqué toute la classe suprémaciste occidentale. Au lieu des frappes symboliques, l'Iran a mené des attaques destructrices et méthodiques contre la majorité des infrastructures militaires stratégiques américaines et israéliennes dans la région. Et dans le camp américano-israélien, la panique est désormais visible. Le blocage prolongé du détroit d'Ormuz a provoqué une onde de choc planétaire, entraînant un effondrement économique mondial. Les frappes iraniennes sur Haïfa et Tel Aviv ont déclenché une crise politique majeure en Israël. En clair, l'Iran ne s'est pas effondré, l'Iran a résisté et l'Iran contre-attaque. Un nouveau guide suprême a été nommé, Mojtaba Khamenei, après la mort de son père, Ali Khamenei. Mais cette frappe ne s'est pas limitée à tuer que le chef d'État ou l'ayatollah Khamenei. Elle a massacré une partie entière de la famille du nouveau guide iranien Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei a perdu lors de cette frappe son père, Ali Khamenei, sa mère qui a succombé à ses blessures quelques jours après la frappe, son épouse morte sur le coup, l'un de ses fils, l'une de ses sœurs, son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur, sa nièce Zahra, fille de sa sœur Bosra, âgée de seulement 14 mois, et d'autres membres de sa famille. Ces pertes massives au sein de la famille régnante ont marqué un tournant brutal dans le conflit. Mojtaba Khamenei, lui-même blessé lors de ce raid, a adopté dès sa prise de fonction une posture de représailles radicale. Et ce qui est encore plus inquiétant pour Israël et les États-Unis, c'est que l'Iran, loin de s'effondrer émotionnellement, semble aujourd'hui plus organisé, plus dur, plus déterminé. Pendant que les sionistes perdent la tête et que les stratèges occidentaux improvisent, l'Iran semble tout simplement en train de gagner cette guerre sur le terrain stratégique. Et face à cette défaite qui se fait de plus en plus voir, l'objectif réel caché par Israël et les États-Unis apparaît au grand jour. Il ne s'agissait pas d'une guerre de libération du peuple iranien comme est chanté par Donald Trump ou par Benjamin Netanyahu. Il ne s'agit pas réellement de neutraliser les infrastructures stratégiques militaires de l'Iran, bien que ces deux objectifs, vu la méthode utilisée, étaient déjà largement discutables. Aujourd'hui, la vérité devient évidente. Il s'agit de détruire un pays qui s'est construit par l'intelligence de ses femmes, de ses hommes et de sa jeunesse. Il est désormais établi que les armes ont été transmises à des milices terroristes dès décembre 2025, notamment via le Baluchistan et le Kurdistan, afin de provoquer une guerre civile en Iran. Mais cette stratégie a échoué. Au lieu d'un soulèvement interne, l'assassinat d'Ali Khamenei et le massacre d'une partie de sa famille ont provoqué l'effet inverse. Un immense ralliement national autour de Mojtaba Khamenei, unifiant même une partie de l'opposition iranienne derrière le régime, face à l'agresseur extérieur. Et maintenant, face à l'échec du scénario insurrectionnel, l'agression change de nature. Les frappes se déplacent des infrastructures militaires vers les infrastructures civiles, dont ces récentes allocutions de campagne en 2026 ne cachent plus que l'objectif est de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Ces déclarations confirment une chose capitale. La rhétorique de la libération du peuple iranien a été abandonnée. Elle a laissé place à une stratégie de destruction totale. En mars et en avril 2026, plusieurs sites non militaires ont été touchés par les frappes américano-israéliennes. Des centrales électriques, des usines de dessalement d'eau en Iran, des centres technologiques et même des infrastructures universitaires. Le ministre iranien de la Science a affirmé qu'au moins 30 universités ont été frappées depuis le début de la guerre le 28 février 2026. Plus de 300 étudiants et professeurs auraient été assassinés. La plus grande université technologique de l'Iran, l'université de technologie Sharif à Téhéran, a été violemment frappée le 6 avril par une bombe de type Bunker Buster, faisant 34 morts. L'université Shahid Beheshti a également subi des dégâts majeurs le 3 avril. Alors, il faut se poser une question simple. S'agissait-il de libérer le peuple iranien ou de détruire l'Iran?
Je crois que vous avez déjà votre réponse à vous-même. L'utilisation d'une bombe de type bunker buster démontre clairement que l'objectif n'est plus simplement la neutralisation militaire, mais l'éradication physique des centres de savoir et de la structure même de la nation iranienne. Ces munitions, comme les séries américaines GBU-28 ou GBU-57 MOB, sont conçues avec des caractéristiques précises. Fabriquées en acier spécial ou en tungstène pour résister à l'impact, elles ne détonnent pas au contact avec la cible. Elles traversent plusieurs mètres de béton armé et créant une onde de choc thermique de pression capable de broyer littéralement tout ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. Normalement, ce type de bombes, qui sont les bombes conventionnelles les plus destructrices de l'arsenal américain, sont réservées aux complexes de commandement enterrés, pas aux universités, pas aux étudiants, pas aux centres de recherche. Pour mieux comprendre la situation, il faut savoir qu'une bombe classique détruit un étage, mais un bunker buster effondre la structure entière de l'intérieur. Elle ne vise pas seulement à tuer, elle vise à effacer, à s'assurer qu'aucun équipement scientifique coûteux, microscope électronique, des supercalculateurs ne survivent. En frappant les sous-sols et les laboratoires de recherche, les États-Unis et Israël visent délibérément les chercheurs et les doctorants, car ce sont souvent ces zones souterraines qui servent d'abri lors des alertes aériennes. Autrement dit, ce n'est pas une frappe collatérale, c'est une frappe pensée pour exterminer une génération de scientifiques iraniens. La vérité, elle est simple, c'est un assassinat de masse de l'élite intellectuelle iranienne. Et Trump assume désormais ouvertement cette approche, en affirmant que les universités iraniennes seraient des usines à terroristes technologiques. Il retire aux étudiants leur statut de civil pour en faire des cibles militaires légitimes aux yeux de son électorat. Il transforme des salles de classe en champs de bataille et justifie l'utilisation de l'arme conventionnelle la plus destructrice contre les centres de savoir iraniens. C'est simplement du terrorisme d'État pur et simple. Mais cette stratégie n'est pas nouvelle. On l'a vu sur plusieurs théâtres d'opération. On se rappelle, en Irak, après avoir diabolisé Saddam Hussein, que les États-Unis et Israël avaient auparavant armé dans le passé pour combattre l'Iran, l'Occident a déclenché une campagne sauvage contre le pays. Bombardements massifs, doctrine de terre brûlée, destruction systématique des infrastructures stratégiques irakiennes. Le résultat est historique. Plus d'1 million de civils ont été tués, dont près de 500 000 enfants. Et même après la chute de Saddam Hussein, le régime américano-israélien a continué la destruction. En Irak, après 2003, plus de 450 universités et chercheurs ont été assassinés de manière ciblée par des escadrons de la mort, souvent sous les yeux des forces d'occupation américaines. Puis, une fois l'Irak suffisamment affaibli, ils ont armé en retour, avec l'aide des monarchies du Golfe et Israël, des groupes terroristes qui ont déferlé sur le pays. Ces groupes ont finalement été vaincus grâce notamment à l'aide de l'Iran, ancien ennemi de l'Irak. C'est exactement la même stratégie qui a été utilisée en Libye. L'instrumentalisation des groupes terroristes, l'assassinat de Kadhafi, le bombardement des infrastructures civiles vitales, la destruction complète de l'État libyen. Ensuite, les réserves de change libyennes ont été simplement volées. La Libye, autrefois un pays stable et prospère, est aujourd'hui fracturé, déchiré, plongé dans une guerre permanente. Et dans cet état de chaos, le pays ne représente plus une menace pour les intérêts occidentaux, notamment les intérêts pétroliers américains et occidentaux. Il faut aussi parler du cas syrien. En Syrie, les États-Unis et Israël ont soutenu indirectement la progression des groupes terroristes. En Syrie aussi, les États-Unis et Israël ont soutenu indirectement la progression des groupes terroristes, pendant que des bombardements israéliens neutralisaient les infrastructures militaires syriennes, ouvrant simplement la voie à une déstabilisation totale du pays. Après le départ de Bachar el-Assad, un chef terroriste dont la tête avait été mise à prix par les États-Unis a été totalement blanchi. Jusqu'à présent, alors qu'on fait le chantage au pays sahélien, on ne parle plus d'élections en Syrie, on ne parle plus de démocratie. Alors que Bachar el-Assad avait été traité de dictateur et que l'objectif annoncé de l'opération américano-israélienne en Syrie était, soi-disant, de faire revenir la démocratie dans le pays. C'est l'aboutissement d'une stratégie visant à installer un chef terroriste allié de l'Occident, un homme gérable, pendant qu'Israël neutralise les systèmes de défense sans véritable résistance. Profitant du vide sécuritaire, Israël a lancé en décembre 2024 sa plus grande campagne aérienne, détruisant près de 80% des capacités militaires syriennes. La flotte navale, l'armée de l'air, les centres de recherche scientifique. Toutes ces infrastructures stratégiques ont été détruites par des frappes israéliennes. Puis Israël a profité de l'effondrement syrien pour étendre son occupation dans le sud du pays et sur le plateau du Golan, annonçant une annexion éternelle. Le pays est désormais privé de toute capacité de défense indépendante. Israël a même lancé une vaste campagne contre ce qui restait de l'armée de l'air syrienne.
et des systèmes de défense aérienne. Les S-300 et les S-400, rendus inactifs grâce à son nouvel allié Mohamed Al-Joulani, ont été simplement détruits. La petite flotte de Sukhoi et de L-39 Albatros ont été carrément détruits. Le but réel derrière toute la guerre n'est pas de gagner une guerre classique. Le but final, c'est de créer des États faillis, plonger un pays dans le chaos, le fracturer entre différentes milices ennemies, les pousser à s'entretuer comme en Libye ou en Syrie. Une fois que l'État est détruit, le pays n'est plus une menace ni pour Israël, ni pour les intérêts pétroliers américains. Il faut savoir une chose très importante pour comprendre la profondeur de cette analyse. Derrière cette stratégie répétitive, ce n'est pas seulement le choix d'un président. Car si le système se répète à chaque fois, c'est qu'il y a en réalité derrière des artisans qui sont permanents. C'est un système qui impose la même doctrine à chaque administration américaine. En réalité, c'est la CIA du côté américain et le Mossad du côté israélien. Les ultimatums de Donald Trump sur les frappes contre les infrastructures civiles iraniennes ne sont que des prétextes. Israël et les États-Unis ont déjà commencé à frapper les infrastructures stratégiques iraniennes. Même si jusqu'aujourd'hui, les plus grands centres stratégiques iraniens n'ont pas encore été directement visés. Dans la nuit du 6 avril, l'armée israélienne a frappé plusieurs centrales électriques et infrastructures civiles en Iran. La centrale électrique de Mashhad, à l'est de l'Iran, a été ciblée dans la nuit du 6 avril. Mais en réalité, ce n'est qu'un début. Les États-Unis finiront par frapper encore plus durement les infrastructures stratégiques iraniennes. Mais cette fois, ce sera peut-être la frappe de trop, car l'Iran a averti toute la région. En cas de frappe contre ces infrastructures clés vitales, l'Iran pourrait répondre de manière apocalyptique, détruire les infrastructures pétrolières et gazières des pays du Golfe et provoquer une paralysie énergétique mondiale sur plusieurs années. Et là, le monde entrera dans une autre dimension du conflit. Déjà, dans la nuit du 6 au 7, Israël a lancé des avertissements aux populations iraniennes, notamment de ne pas s'approcher des lieux de train, car les frappes israéliennes pourraient même viser les infrastructures ferroviaires iraniennes. L'objectif n'est plus seulement militaire, il s'agit de provoquer un niveau de destruction tel que l'Iran se trouve dans un état d'affaiblissement total, incapable de se lever rapidement. Autrement dit, le but n'est plus de gagner une guerre classique, le but est de casser la colonne vertébrale économique du pays, de paralyser sa logistique, son industrie et ses capacités de reconstruction.